Bonsoir Adrien Quatennens, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'émission avant, on a parlé de ces chantiers à risque à venir pour Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous jugez la séquence qui vient de se passer ces 10 derniers jours? On s'est posé la question, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce, en gros? Moi, j'ai vraiment été très observateur parce que je ne voulais pas juger a priori ce qui allait se passer. Il y avait déjà cette polémique avant même la fin des élections législatives sur le fait qu'on aurait une majorité de députés godillots. Bon, moi, je voulais vérifier ça par moi-même. Bon, ce que j'ai vu est assez proche du scénario qui avait été signifié au démarrage, c'est-à-dire que bon, le débat existe. En plus, on fait en sorte qu'il existe, mais on a quand même une majorité qui est dominante, écrasante, et plutôt réglée comme du papier à musique. C'est vrai que c'est assez inflexible en termes de capacité à porter une autre voix, et en tout cas à se faire entendre dans les votes. Vous leur avez suggéré de s'en-soumettre, a priori Notre idée, notre posture, c'est de faire ce pari qu'on peut convaincre. D'autant plus quand on le sait, on a des profils de députés de La République En Marche qui sont comme nous, qui sont des novices, certains qui n'ont pas forcément une charpente idéologique et politique construite. Donc on ne va pas s'adresser à eux avec agressivité. Bon, parfois il faut être un peu piquant, c'est l'objet du débat. Mais notre idée, c'est de se dire, cherchons à convaincre. Finalement, de faire ce que nous faisons à l'extérieur de l'Assemblée, en ne triant pas les gens à qui nous nous adressons pour tenter de les convaincre, on essaie de le faire aussi dans l'hémicycle. J'observe pour l'instant que s'il y a eu inflexibilité sur les amendements que nous avons portés, par exemple sur la loi des ordonnances, en tout cas, c'est assez clair, il y a une attention pour le discours qu'on porte dans l'Assemblée. Ça tient à deux choses, à la fois au fait que la France insoumise et l'opposition écologique et sociale, donc elle porte un discours qui est radicalement différent avec ce qu'on peut entendre à longueur de journée. Vous avez quand même des groupes qui se complètent dans le discours, et puis après, c'est vrai, on essaye de bien construire nos interventions de manière à être le plus intelligible possible. Ouais, vous n'êtes pas tout seul dans l'opposition écologique et sociale. Non, j'ai pas dit comme ça. J'ai dit qu'on fait partie de l'opposition écologique et sociale. Bon, c'est vrai que sur le texte de la loi travail, nous avons croisé le fer avec le groupe GDR, les communistes qui nous ont aidés. Bon, maintenant, on est quand même le seul groupe parlementaire qui a voté dans son intégralité contre la confiance au gouvernement. Ça fait de nous quand même le groupe d'opposition clairement établi. Olivier Faure, donc président du groupe Nouvelle Gauche, ancien groupe socialiste, dit si Emmanuel Macron veut entraîner le pays derrière lui, ça n'est pas la bonne façon. Façon de revenir donc sur toute cette séquence qu'on vient de voir, notamment avec le chef d'état-major des armées. Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Faure ? Oui, je pense qu'on voit bien déjà après 3 semaines au sein de l'Assemblée qu'il y a des premières fissures. À la fois au sein de la majorité, il y a eu un embryon de fronde qui a commencé à voir le jour, tant et si bien qu'Emmanuel Macron a dû cette semaine aller à la rencontre des députés. C'était pas complètement innocent. Donc ils peuvent s'en soumettre. Je pense, clairement. Ça montre que la proposition que je formulais n'était pas complètement à côté de la plaque. Mais après, effectivement, la tentation hégémonique de tout contrôler, à un moment donné, est forcément limitée et provoque des risques. Emmanuel Macron, président jupitérien, qui veut tout maîtriser jusqu'au bout, ça va forcément finir par lui échapper. Il y a une habileté de la part d'Emmanuel Macron. C'est d'avoir permis de faire ce que moi j'appelle le renouveau sans changement. C'est-à-dire on a changé les costumes, on a changé les personnages, parce qu'on voit bien que les Français ont à peu près compris que depuis 15 ans, quelles que soient les étiquettes politiques, ce sont les mêmes politiques libérales de droite, pour faire court, qui sont menées. Et donc là, l'idée, c'est comment on pérennise ces politiques-là, mais de manière différente pour donner l'impression du changement. Il n'y a pas de changement de politique. Mais les Français ne sont pas idiots. On en a discuté tout à l'heure pendant l'émission. On avait notamment des sondeurs qui nous disaient il a encore, même si la cote de popularité chute un peu, ce qui a priori est à peu près dans la logique des choses 2 mois et demi après être arrivé à l'Élysée, il y a encore une majorité de Français qui lui fait confiance. Oui, mais je pense qu'elle va s'effriter inévitablement parce que de toute façon, on va voir la trajectoire s'éclaircir. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a cette illusion du renouveau. On a une façade qui est vendeuse, mais derrière, ce sont les mêmes politiques. Le projet d'habilitation, on va en parler après, mais à mesure que les semaines vont passer, l'habilitation à légiférer par ordonnance va se transformer véritablement en projet d'ordonnance. Et donc, vont apparaître au grand jour les intentions de ce gouvernement, qui pour l'instant les a masquées. Je rappelle que c'est quand même la presse qui nous a informés au départ des premières trajectoires envisagées par ce gouvernement. Donc à un moment donné, on va finir par apparaître au grand jour le fait que ce sont les mêmes intentions que les gouvernements précédents. Alors justement, puisque vous parlez de cette loi d'habilitation de légiférer par ordonnance, une petite question, est-ce que vous allez à la France Insoumise vous faire un texte commun, j'allais dire vous alliez avec le PS, faire un texte commun avec le PS pour saisir le Conseil constitutionnel? Olivier Faure a émis l'idée.
Jean-Luc Mélenchon était un peu plus circonspect. Alors non, nous avons pris l'initiative de cela dès le début de la semaine. Nous avons fait une conférence de presse, je crois que c'était lundi ou mardi, pour annoncer que nous allons continuer la bataille contre ce texte et utiliser tous les leviers dont nous pouvons disposer pour le faire. Et qu'il nous a semblé qu'il était possible effectivement d'envisager un recours auprès du Conseil constitutionnel. Donc nous sommes en train de rédiger, je crois qu'il est presque terminé d'ailleurs, un premier texte avec le groupe GDR, donc avec les communistes. Et l'idée est de se présenter allié avec le groupe GDR devant les socialistes et de leur dire, voilà, est-ce que il nous faut, je crois c'est 60. Il nous faut 60 signatures, est-ce que vous voulez bien en être ? Et ça me semble être cohérent puisque certains, je crois qu'il y en a 14 qui ont voté contre le projet de loi. À un moment donné, c'est aussi ça que nous allons faire avec les socialistes. Ils peuvent pas tenir un discours dissonant et s'abstenir et ne pas aller jusqu'au bout. Donc on va essayer de les pousser à ça. Et l'idée, c'est d'avoir un levier supplémentaire pour s'opposer à ce texte. Jean-Luc Mélenchon dit tout va dépendre de la façon dont le groupe socialiste va régler le problème qui lui est posé depuis le début, sur sa position vis-à-vis de la majorité. Donc je suppose que il parle de ceux qui ont voté ceux qui se sont abstenus et ceux qui ont voté contre. S'il n'y a pas de recours, ce sera la faute des autres. Ah bah clairement, parce que nous sommes 17. Je crois qu'avec le groupe GDR, on arrive aux alentours de 30. Il y a 14 députés de la Nouvelle Gauche qui ont voté contre ce texte, donc a priori ça semble cohérent qu'ils continuent à mener la bataille. Nous avions dit déjà avant même l'arrivée de ce texte à l'Assemblée, nous avions dit qu'avec le Parti Socialiste, nous étions prêts à discuter, mais nous avions mis un ticket d'entrée à la discussion. C'est de dire voter contre la confiance. Si vous votez contre la confiance, de fait, ça vous met dans l'opposition. C'est comme ça qu'on l'a défini. Quand Jean-Luc Mélenchon dit s'il n'y a pas de recours, ce sera de la faute des autres, on a un petit peu l'impression de se retrouver quelques semaines en arrière à la présidentielle en disant si on n'est pas au deuxième tour, sous-entendu la gauche, c'est un peu de la faute de Benoît Hamon. C'était un peu ça aussi. Je vois pas trop le lien entre ces deux faits, mais en tout cas, comment expliquer les choses autrement ? L'alliance avec le PS. Non, mais là, la question qui nous est posée, c'est qu'il nous faut 60 signatures pour y arriver. Nous ne sommes pas 60. Nous avons un premier socle qui est composé d'à peu près de plus de 30 élus. Donc nous avons besoin de l'appoint pour y arriver. À qui nous allons nous adresser ? Vous pensez que les Républicains, potentiellement, pourraient signer ce recours avec nous ? C'est pas ça la question. La question, c'est, puisque la question derrière, c'est l'avenir de la gauche, etc., c'est qu'est-ce qui vous bloque pour vous marier avec le PS ? Est-ce que c'est la position, justement, du PS vis-à-vis de la majorité ? Est-ce que c'est une question de personne ? Est-ce que c'est une question... Parce que Jean-Luc Mélenchon prend l'initiative, comme vous le dites, et puis dit, si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Mais c'est pas une question de personne, ni une question de mariage, c'est une question de clarté politique. À un moment donné, il faut de la cohérence. Dans ce groupe, c'est quand même assez ahurissant de voir un groupe comme celui-ci qui vote de manière complètement parsemée. Certains votent contre la loi d'habilitation, d'autres votent pour, certains votent contre la confiance, d'autres s'abstiennent. Donc à un moment donné, on appelle juste à la cohérence politique, c'est tout. Nous, on est prêt à discuter avec tout le monde sans exclusive dès lors qu'il y a de la cohérence politique. Mais c'est le problème du groupe PS, c'est pas le problème du groupe La France Insoumise, la cohérence du groupe. Ah mais non, vous me dites, nous on est cohérents, on a tous voté contre, très bien. Bien sûr, sauf que là en l'occurrence, pour avoir des leviers d'action, de blocage supplémentaires sur ce texte qui est d'une gravité absolue, peut-être qu'on parlera du contenu après, il nous faut 60 noms, nous avons un socle, nous venons avec ce socle proposer au groupe Nouvelle Gauche de nous aider. Et bien Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis ou pas ? De quel ordre ? Je sais pas. Non, sur ce texte-là, pour moi, il n'y a pas de compromis à faire, il y a une bataille à mener, les Français attendent qu'on la mène, en tout cas ceux qui nous ont portés dans cet hémicycle l'ont fait parce que nous avions dit que nous nous batterions contre ce texte et il y a de quoi s'inquiéter et se battre contre ce texte. C'est ce que nous voulons faire. Donc nous appelons le groupe Nouvelle Gauche effectivement à nous aider à le faire, à mener cette bataille. Donc pour le moment, Olivier Faure a dit pourquoi pas. Ça va pas plus loin. Eh bien, discutons. Il y a un calendrier ou pas, justement ? Non, pas encore. Moi, à ma connaissance, là, je vous dis, j'ai pas tous les éléments là-dessus, mais le texte a été abouti, le texte commun avec le groupe GDR. Donc, maintenant, on s'adresse au groupe Nouvelle Gauche et on essaye de récolter 60 signatures. Alors, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du 20h de TF1 en début de semaine. Il a dit, on appelle les Français à un rassemblement populaire le 23 septembre prochain pour protester contre la loi travail. Pourquoi pas le 12 avec la CGT ? Nous appelons au 12 septembre avec la CGT. Encore une fois, moi, c'est vrai que depuis plusieurs interviews que je fais, à chaque fois, on oppose ce que nous prenons comme initiative, nous, en tant que France Insoumise, avec les initiatives syndicales. Je veux tout de suite mettre les choses au clair et pour tout le monde. Nous avons toujours, traditionnellement, et de très longue date, soutenu les syndicats, et nous avons toujours été, et nous le serons toujours, derrière les syndicats quand ils sont à l'initiative. Il s'avère que le 12 septembre, c'est en semaine, la CGT et Sud et peut-être d'autres syndicats appellent à manifestation et dès lors que l'appel a été formulé, la France Insoumise a dit « nous y serons et nous invitons à y être ». Ensuite, il nous semble aussi, compte tenu du travail que nous faisons d'éducation populaire, d'agitation politique, le travail parlementaire, que nous pouvons aussi prendre des initiatives. Nous sommes plus en capacité de mobiliser le week-end. C'est pourquoi nous avons fait cet appel
à un grand rassemblement populaire le 23 septembre, mais finalement, les deux vont de concert. Il n'y a pas d'opposition du tout. Nous serons le 12 septembre dans la rue avec les syndicats et nous appelons le plus grand nombre le 23 septembre à se rassembler. De demander aux Français de se déplacer 2 fois, si j'ose dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution, tout bêtement? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que la CGT dise bon bah ok, on y va tous le 23 dans ce Non, cas-là. c'est pas notre scénario parce que nous pensons qu'il ne suffira pas d'une date pour pouvoir venir à bout de ce texte. Il faut quelque chose qui monte en puissance, qui aille crescendo. C'est compliqué à mettre en œuvre en plus parce que ce texte est quand même arrivé au beau milieu de l'été, ce qui n'est pas un hasard. Il n'y a aucune raison de s'empresser sur ce texte. Personne, même les patrons d'entreprise que nous rencontrons, n'attendent qu'on se précipite pour détricoter le code du travail. C'est une vue de l'esprit totale. Donc sauf finalement, que Macron l'avait promis pendant ça. Oui, non mais attendez. Il a pris personne à revers pour Non mais on n'a pas été pris à revers. Nous savions qu'il ferait cela et nous savions même qu'il recourrait aux ordonnances pour le faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, le fait de faire des promesses de campagne ne retire absolument rien à leur caractère discutable. Voilà, c'est cohérent de sa part, mais nous, c'est notre devoir aussi d'expliquer de quoi il s'agit et quelles sont les intentions de ce texte. Il s'agit du bouleversement de l'ordre juridique et social des 18 millions de salariés qui travaillent dans le privé. Ce texte est d'une gravité absolue. La loi El Khomri, contre laquelle la majorité des Français étaient vent debout, puisque plus de 70% d'entre eux étaient opposés au moment de son passage, à côté de ce texte, c'était véritablement pas grand-chose. Donc là, nous avons l'été pour essayer de conscientiser sur ce texte. Nous allons mener des campagnes, même pendant l'été. Vous voyez, ça, c'est le travail aussi de la France Insoumise. Nous allons faire des caravanes dans les quartiers pour expliquer, conscientiser sur ce texte. Vous allez aller sur les plages ? Alors non, nous, c'est pas trop. Nous, on va plutôt à la rencontre des Français qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Mais tout ce qui permet de faire de la conscientisation, on va le faire. C'est à la campagne. Non, mais bien sûr. Mais on va essayer de permettre que les enjeux de ce texte soient bien compris. Il y a, à cette heure encore, malheureusement, trop de décalage entre le climat à l'Assemblée et le climat dans le pays. Ce qui se passe à l'Assemblée est grave. Et dans le pays, il y a une conscientisation qui n'est pas encore au niveau. Mais encore une fois, c'est l'habileté d'Emmanuel Macron. Le fait d'avoir ramené ce texte dans l'Assemblée au moment où nous étions à peine élus, où nous ne disposions ni de collaborateurs, ni de bureaux, ni des moyens pour faire le travail d'amendement, ça a été calculé. Il n'y a pas de dommages collatéraux là. C'est de l'habileté d'Emmanuel Macron. Donc nous, notre rôle, c'est de le démasquer et de nous opposer. Donc vous allez aller à la rencontre des Français, ceux qui ne partent pas en vacances, d'après ce que j'entends, notamment, parce que ceux qui partent en vacances peuvent aussi être mais bien sûr, non, mais je fais pas d'excuse là-dessus, mais je dis juste que c'était par rapport à ce qu'on dit sur les plages. Il y a des groupes politiques qui distribuent des tongs sur les plages, etc. Nous, on a plutôt tendance à... Oui, non, mais ça existait néanmoins. Oui, absolument. Bon, nous, on ne distribue pas de tongs sur les plages. C'est vrai que l'été dernier déjà, nous étions dans les quartiers populaires pour faire la caravane des Insoumis sur l'accès au droit, notamment le non-recours au droit. Nous allons recommencer cette caravane et nous allons y associer l'explication sur les enjeux du texte. J'en reviens une seconde à la gauche et à la division de ces deux gauches irréconciliables dont on a beaucoup parlé. En ne réussissant pas à faire une gauche qui soit à peu près cohérente ou en tout cas un peu moins divisée entre Jean-Luc Mélenchon et puis le Parti socialiste, vous arrangez les affaires d'Emmanuel Macron finalement parce que on le répète à longueur d'émissions politiques, 3, 4, 5 oppositions. On connaît l'adage divisé pour mieux régner. Ça l'arrange forcément Emmanuel Macron. Non, je pense qu'on parle là une langue morte. Quand on parle du rassemblement de la gauche. Je vous explique pourquoi. Moi, j'étais déjà militant lors de la campagne de 2012 Jean-Luc Mélenchon, qui était une campagne que nous avions fortement marquée. Je parle sur la forme, avec les marqueurs traditionnels de la gauche, radicale, alternative, le qualificatif que vous voudrez. Ce que nous avons réussi à faire avec la France Insoumise, c'est l'idée de dire, après le quinquennat de François Hollande, le fait de sans cesse dire « nous sommes la gauche », fût-elle d'opposition, peu importe le qualificatif, rendait les choses difficilement compréhensibles. Quand vous dites aujourd'hui « je suis de gauche », vous nommez quelque chose qui va de Manuel Valls à Jean-Luc Mélenchon et qui ressemble à peu près à rien. Nous, ce que nous avons fait, c'est sur un programme, l'avenir en commun, appliquer une méthode qui consiste à fédérer le peuple. Autrement dit, je fais la traduction, il n'y a pas besoin de passer son temps à dire « nous sommes la gauche, nous sommes la vraie gauche, nous sommes la meilleure gauche », pour qu'on soit entendu. Dans cette campagne, comme nous l'avons portée différemment, nous avons cassé les codes traditionnels, il y a plein de gens qui sont venus nous voir, tout le monde peut en témoigner dans cette campagne, qui nous ont dit « je n'avais jamais voté à gauche de ma vie. Si vous aviez fait campagne comme en 2012, je ne vous aurais même pas écouté. » Parce qu'il y a cette espèce de barrière, à tort sans doute, mais il y a cette espèce de barrière. Là, vous avez porté la campagne différemment, vous avez ouvert portes et fenêtres, vous n'avez pas passé votre temps à dire « nous sommes la gauche »,
Et finalement, votre programme... C'est-à-dire que le PS vous a aidé, parce que pour le coup, le PS... Non, mais mettons le PS à côté. Je pense que non, mais le PS n'a pas eu besoin de nous pour s'effondrer. Il s'est effondré de lui-même. Non, c'est pas ce que je dis. Mais une fois qu'il s'était effondré, il y avait des vraiment, gens... je veux que cet élément soit bien compris. On est dans un moment politique où ce qui compte pour la majorité des gens qui nous écoutent, c'est la cohérence idéologique. C'est pas l'étiquette. Et donc, le fait d'avoir mené campagne différemment a permis à tout un tas de gens qui jamais n'auraient voté pour la gauche traditionnellement, l'ont fait parce qu'ils ont écouté nos propositions, alors que nous portions un programme qui, de mon point de vue, va même encore plus loin, notamment sur l'écologie, que le programme de 2012. C'est ça que nous avons réussi à faire avec la France Insoumise. Alors, autre sujet, Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir des problèmes avec la justice. On a appris il y a quelques jours qu'il était visé aussi, lui, par l'enquête sur les assistants parlementaires et les assistants des députés européens. Finalement, il est comme les autres, il est dans les mêmes histoires. Non. C'est un problème ? Non. En fait, là, encore une fois, on est avec le problème que dès qu'il y a un petit peu de fumée dans les médias, tout de suite, on met Jean-Luc Mélenchon au pilori médiatique. De quoi s'agit-il ? Alors, on donne l'info, en fait. Vous donnez l'info, mais alors, donnez-la précisément. Il y a eu un signalement. Alors, au départ, on appelait ça une dénonciation supplémentaire, parce que finalement, le Front National, qui est à l'origine de cette polémique, applique des méthodes qui lui vont bien. Et on a donc Madame Montel, qui a fait une liste de... Alors maintenant, elle fait un petit revirement. Elle parle de signalement parce qu'elle parlait, a priori, on parlait avant de dénonciation supplémentaire, mais elle a compris que comme Jean-Luc Mélenchon vient de porter plainte pour dénonciation calomnieuse, elle revient sur le terme de dénonciation. Elle dit non, c'est un signalement. Bon, très bien. De quoi s'agit-il ? Il y a au Parlement européen toute une liste de personnalités. Il y a notamment M. Jadot, M. Le Yarrick, qui ont été signalés par cette Madame Montel du Front National pour avoir fait mauvais usage du travail de leurs assistants parlementaires. Parce que vous savez que la frontière entre le travail militant au sein des partis politiques et le travail pour l'élu est assez poreuse et parfois difficile à délimiter. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, je vais être très clair. Et s'il a réagi tout de suite aussi rapidement, c'est qu'il n'y aura rien dans ce dossier, et vous le verrez. Non seulement j'ai l'avantage de connaître Jean-Luc Mélenchon, mais aussi et surtout de connaître les personnes qui ont été nommées. Et le fait qu'elles aient été nommées, d'ailleurs, provoque des situations personnelles assez difficiles. Je vous prie de le croire. Et ce sont des gens qui sont absolument concentrés sur leur travail. C'est mal connaître Jean-Luc Mélenchon que de penser qu'on peut être dans son entourage et disposer d'un emploi fictif. C'est plutôt quelqu'un qui est connu pour beaucoup travailler, pour être exigeant envers lui-même et ses collaborateurs sur le travail. Donc vous verrez que dans quelques semaines, cette affaire sera réglée et ça fera pchit. Parce que Jean-Luc Mélenchon, au Parlement européen... la justice a associé Jean-Luc Mélenchon à l'enquête. Voilà, non, mais attendez, réagir, faut quand même noter une chose. Le mal est fait, ceci dit. Non, mais médiatiquement, ça pose un vrai problème. Parce que, encore une fois, vous avez une liste de près de 15 noms qui ressortent. Et lequel est le plus médiatisé depuis quelques jours ? Celui de Jean-Luc Mélenchon. Le Front National a sans doute mal digéré le fait que nous prenions la tête de l'opposition. Candidat à l'élection présidentielle, pardon. Certes, mais encore une fois, il y a un intérêt. Au moment où Jean-Luc Mélenchon, lui, sa cote de popularité est en train de monter, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, celle d'Emmanuel Macron chute, nous incarnons dans l'Assemblée une opposition qui se fait entendre. C'est aussi la raison pour laquelle vous m'avez invité. Donc à un moment donné, on dérange. Donc ça arrange tout un tas de personnes qui défendent des intérêts particuliers de mettre Jean-Luc Mélenchon au pilori médiatique. Mais laissons la justice faire son travail. Et vous verrez que l'exemplarité et la vertu seront reconnues. Et on en reparlera à ce moment-là. Avec plaisir. Toute petite dernière question, il nous reste 30 secondes. Le bureau de l'Assemblée vous autorise à siéger sans veste ni cravate. Vous êtes soulagé ? Oui, écoutez, pour moi, c'était pas un sujet. C'est-à-dire que pour nous, on a simplement dit, voilà, nous avons été élus sans cravate. Je n'ai pas l'impression d'être irrespectueux par ma tenue quand je ne porte pas de cravate. Il n'y avait rien d'ailleurs dans le règlement de l'Assemblée qui imposait la cravate. Donc nous nous sommes dit, allons-y sans cravate. Mais pour nous, c'était rigolo parce que c'était pas un sujet. Ça s'est réglé sur un coin de table en fin de réunion de groupe. Et par contre, ça a été le fait médiatique de notre entrée à l'Assemblée. Bon voilà, finalement, le bureau a tranché. Pas de cravate obligatoire, donc nous ne la porterons pas. Le bureau a confirmé qu'il n'y avait pas d'obligation. Exactement. Même pas et d'ailleurs, M. de Rugy avait mené le combat contre le port de la cravate à une époque. Et ben voilà, comme ça c'est réglé. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir sur le plateau de 24 heures en question.